Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne pour la suite donc de notre rétrospective de l'année 2021 avec donc The French Dispatch qui est à ce jour le dernier film réalisé par Wes Anderson avec un casting assez remarquable. Je vous épargne tous les noms que j'ai en tête mais c'est assez impressionnant. Et aussi avec tous ces acteurs fétiches. Et d'ailleurs ça m'amène à mon point de vue sur le film qui est qu'avec ce film donc on a une sorte de synthèse de ce qu'est le cinéma de Wes Anderson. Parce qu'il réunit beaucoup d'éléments qu'on retrouvait déjà dans son cinéma, et qui surtout en faisait sa particularité. Aujourd'hui on parle du 10e film donc de Wes Anderson, The French Dispatch. Alors The French Dispatch, c'est quelque chose qu'on pourrait traduire en français par la dépêche française. C'est l'histoire de la mort du rédacteur en chef de ce journal du même nom, suite à laquelle une dernière édition est publiée, qui va tout simplement être le film, qui est composé d'une nécrologie, suivie d'un guide de voyage de la ville où se trouve le bureau de The French Dispatch, et de 3 articles. Le premier raconte l'histoire d'un peintre emprisonné et de sa muse qui est la gardienne de cette même prison. Le deuxième porte sur une révolte étudiante, la révolution de l'échiquier, et le troisième sur l'histoire d'un commissaire de police dont l'enfant avait été enlevé, et enfin, un épilogue, le moment où les journalistes du French Dispatch commencent à écrire ce qu'il nous a été raconté jusque-là. Et donc l'idée c'est de représenter un journal au cinéma, parce que le film est structuré exactement comme le journal fictif justement, et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans la dernière vidéo avec Pulp Fiction. C'est exactement la même idée finalement, mais c'est pas le même type de papier, donc c'est pas le même sujet. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le film, cette notion de bande dessinée, avec certains plans par exemple qui sont fixes, et qui vont représenter une sorte de page de bande dessinée, et chaque case ça va être les personnages qui vont se déplacer, le temps qui va passer dans ce cadre. Alors on pourrait dire que c'est tout le cinéma qui fonctionne comme ça, mais là c'est une idée qui va être renforcée par le fait qu'on a affaire quasiment que à des plans fixes, qui sont souvent aussi des plans d'ensemble, et qui donc laisse exister de l'espace pour les mouvements des personnages, et même potentiellement l'espace pour une bulle, ou un phylactère, ça dépend comment on l'appelle ça. Et c'est aussi quelque chose qui va être renforcé par les dessins animés. À la fin, dans le dernier article, il y a une séquence entièrement en dessin animé, qui dure presque 3 minutes, parce que quand on regarde le film, on a l'impression que c'est une histoire qui pourrait être racontée aussi en bande dessinée, pas que en termes de mise en scène, mais aussi en termes de narration, parce qu'on a affaire à des histoires courtes, et presque exclusivement, à quelques exceptions près, à des répliques courtes aussi. C'est pas un film dans lequel on est submergé de répliques, qu'on peine à lire au bas de l'écran, mais c'est très concis au niveau du discours. Et puis on a aussi beaucoup de jeux avec les couleurs, notamment le plus remarquable, c'est le passage régulièrement du noir au blanc à la couleur, et inversement. Et donc je me suis demandé ce que ça voulait dire, ce que ça représentait dans l'histoire. Alors d'abord je peux dire ce que ça ne représente pas, une idée qui pourrait paraître évidente parce que c'est un récit qui traverse le temps. Ça serait de penser que le noir et blanc représente le passage du temps donc. C'est une utilisation assez fréquente du noir et blanc au cinéma, le fait de représenter le passé. Mais là c'est pas le cas, et on en a un exemple précis. C'est lorsqu'au début on a les comparaisons entre le passé et l'avenir de la ville d'Ennui sur Blasé. On a 2 plans, à un moment sur l'ancienne boucherie, qui est devenue une station de métro abattoir. Et là, c'est l'avenir qui est en noir et blanc, et non le passé. Et alors, pourquoi on passe de la couleur au noir et blanc, et inversement ? Je pense que c'est pour nous faire percevoir la différence entre 2 plans de scène, la transition entre 2 moments distincts. Je pense par exemple au premier article du film, sur le peintre. Tout est en noir et blanc à quelques exceptions près. Notamment une qui m'intéresse, c'est la scène dans laquelle on découvre sa plus grande œuvre. C'est la révélation de quelque chose qu'on ne percevrait pas si on n'avait pas été sevré de couleurs jusque-là. Et il se trouve que c'est aussi un contraste avec la première fois où on a vu ce tableau, une scène en couleur dans laquelle uniquement le tableau était en noir et blanc. Et donc c'est pour ça, plutôt comme ça d'ailleurs, que Wes Anderson utilise la couleur au cinéma. Il s'en sert davantage comme un outil de sensation, plus que comme un outil de sens par rapport au récit. Mais une chose que j'ai particulièrement remarqué avec ce film, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans l'intro, mais c'est qu'on a ici un bel exemple de ce qu'est le cinéma de Wes Anderson. C'est une sorte de synthèse de tout ce qu'est son cinéma,
et ça ressemble beaucoup à un dernier film, ça pourrait être son dernier film. Alors d'abord on retrouve évidemment sa mise en scène, qui est si singulière, que remarque même le moins cinéphile des spectateurs. C'est une caractéristique importante de son cinéma, son côté méticuleux, jusque dans les moindres détails. J'avais noté par exemple, en sortant de la salle, le fait que il y a un plan, à un moment, sur les chaussettes de Léa Seydoux, qui sont parfaitement alignées à un trait derrière elle sur le mur. Et c'est un bel exemple, alors j'ai pas pu retrouver l'extrait en question, mais c'est un bel exemple, je trouve, d'un détail qui ne sert que l'esthétique du film, pour le coup, mais qui, maintenu jusqu'au bout, tous ces détails additionnés, et maintenu jusqu'au bout, c'est quelque chose qui donne un vrai sens au récit qui nous est raconté. Je pense que la position de chaque personnage, par exemple, est choisie à chaque fois au centimètre près, et ça raconte quelque chose des personnages, de l'histoire, même du narrateur, cette rigueur qui est mise en place. Et puis c'est une mise en scène qui est aussi très libre. Je pense à une scène au début, quand il filme la pièce en pivotant à chaque fois l'angle de la caméra de 90 degrés, et en brisant donc la règle des 180 degrés, puisqu'il y a 4 plans en question. Et je trouve que ces deux éléments d'ailleurs, la liberté et la rigueur, c'est deux éléments qui représentent très bien son cinéma. C'est quelque chose qui pourrait résumer son cinéma en 2 mots. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très bien aussi dans la dimension littéraire, qui est une empreinte de son cinéma. Dans The French Dispatch, il y a de très longues descriptions et digressions sur les personnages. Et c'est un aspect qui, je trouve, est moins remarqué, moins souvent cité, que la mise en scène par exemple. Mais c'est presque le plus essentiel finalement de son cinéma, le plus caractéristique de son cinéma, cette dimension très littéraire, à chaque fois dans la description de ses personnages. Un moment qui est particulièrement évocateur de ça, c'est lorsque, dans le dernier article, lorsque le commissaire met en place son intervention, qu'il est en fait question de nourriture plus que de l'intervention elle-même. On a l'impression que Wes Anderson est plus intéressé par les détails que par l'intrigue. Là par exemple, on a la description d'un repas, alors que c'est un moment crucial de l'évolution du récit, et c'est ce qui fait d'ailleurs de lui un réalisateur si singulier. Alors pour ce qui est de mon avis sur le film, j'avoue que j'ai du mal à avoir un jugement précis. D'un côté, j'ai pas trouvé d'intérêt à raconter une telle histoire, et je me suis très clairement ennuyé sur la fin. Mais d'un autre côté, pendant les 3 premiers quarts du film, j'ai été entraîné, je l'ai vécu comme étant entraîné par l'histoire qu'on me racontait, mais à un moment donné, j'ai pris conscience, à peu près au début du 3e article, que l'histoire ça allait être ça. Et c'est assez étrange parce que j'ai déjà vu des films à séquence. Le Miroir d'Andrei Tarkovsky, par exemple, c'est un de mes films préférés. Et on a aussi parlé de Pulp Fiction la dernière fois, qui est un peu différent, mais globalement c'est la même idée. Mais là, j'ai eu plus de mal à accepter cette idée, justement. Et la salle a sûrement réagi comme moi, les spectateurs dans la salle, pardon, ont sûrement réagi comme moi, parce que à peu près 20% de la salle s'est vidée dans le dernier quart d'heure. Ce qui, me semble-t-il, n'était pas arrivé sur tous les films dont on a déjà parlé dans la rétrospective de 2021. En tout cas, pas de manière aussi évidente. Et c'est quelque chose dont je parlais déjà dans Pulp Fiction, avec le fait que Tarantino nous garde essentiellement avec ses dialogues. Bon, c'est très résumé, mais peut-être que là, Wes Anderson nous a perdu justement avec ses descriptions. Et peut-être que finalement, ça se regarde comme on lit un livre, c'est-à-dire en plusieurs fois, et sur une période plus étirée. Je trouve en plus que malheureusement, l'histoire qui m'a le plus intéressé, c'était la première, et celle qui m'a le moins intéressé, la dernière. Donc ça aussi, ça dessert le film. Alors je sais pas ce que d'autres personnes en ont pensé. Honnêtement, j'ai pas eu d'avis extérieur au mien sur ce film. Mais voilà, personnellement, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Et ça m'a fait penser à une blague que j'aurais pas eue, que j'aurais pas compris, mais qui aurait été très bien racontée, et qui visiblement n'aurait pas beaucoup fait rire non plus les personnes autour de moi. Parce que s'il y a une chose que j'ai aimé pour le coup, c'est tout l'univers graphique et esthétique qui est développé au cours du film, et qui se poursuit d'ailleurs dans le générique de fin, avec des supposées couvertures du journal de différents numéros, et qui rappelle les traits de la partie animée du film dont j'ai parlé plus tôt. Le fait qu'il prolonge la continuité de l'univers visuel qu'il a créé, avec des éléments esthétiques, je trouve que ça montre bien toute l'implication qu'il y a eu sur le film, et d'ailleurs c'est quelque chose dont je doute à aucun moment. Et je trouve aussi, pour parler d'autre chose que Wes Anderson, je trouve aussi que tous les acteurs sont très bons, ou très justes en tout cas. C'est pas des films dans lesquels ils peuvent exprimer pleinement leurs capacités,
mais je dois dire que généralement c'est assez rare que des acteurs jouent mal dans les films de Wes Anderson. Par exemple, je trouve que c'est le film de l'année dans lequel Léa Seydoux joue le mieux. On avait déjà parlé de France et de Mourir peut attendre, et à chaque fois j'ai émis des réserves sur sa performance, mais là je dois dire que je l'ai trouvé particulièrement juste dans son rôle, et j'ai trouvé que c'était un rôle intéressant, qui lui convenait bien en plus. Et puis pareil pour tous les autres, Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Mathieu Amalric. Enfin bref, je vais pas tous les citer, il y en a beaucoup, mais voilà, je les ai vraiment tous trouvés très justes. Il y a Elisabeth Moss aussi que j'aime beaucoup. L'usage de la musique aussi est très intéressant. On a des mélodies et des lignes de basse qui sont répétées en boucle, ce qui représente très bien l'histoire, je trouve. C'est des musiques qui sont très inspirées par les harmonies d'Erik Satie, par exemple, et les compositeurs du fin 19e, début 20e. Une BO composée par Alexandre Desplat, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais qui est français, et ce qui ajoute encore plus à la francophilie qu'on retrouve dans le film et dans le casting. Et puis je parlais de l'époque, il y a des musiques qui sont associées à des époques précises, et qui nous permettent de temporaliser, je sais pas si le terme existe, mais de temporaliser donc cette histoire qui est complètement fictive, je le rappelle. Je pense par exemple à la reprise d'Aline de Christophe, qui est un morceau sorti en 1965, et qui évoque bien les années 60 donc, dans cette séquence de révolte qui rappelle étrangement mai 68. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas eu énormément de choses à dire honnêtement, mais j'espère que ce que j'aurais pu dire aura été assez intéressant pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur le film ou sur la vidéo. C'est un espace dédié à ça, donc sentez-vous libre de le faire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui mettre un pouce bleu, ou vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous découvrez cette chaîne, que je fais en parallèle de cette rétrospective une série sur Tarantino, et j'en ai également fait une sur Kubrick. Voilà, donc sur ce, je vous laisse sur de la musique, et je vous dis à très vite.